3, 2, 1. Le base jump, initiale de building, antenne, span, le pont, et earth, la terre, compte une centaine de pratiquants en France. La plupart sautent en lice, c'est-à-dire avec leurs vêtements de tous les jours, et bien sûr un parachute dans le dos. Mais seule une vingtaine de passionnés pratiquent le base avec une wingsuit. La wingsuit est une sorte de combinaison en tissu qui leur permet également de sauter de falaise, mais ensuite de pouvoir voler sur plusieurs kilomètres. En France, la première personne à avoir réalisé un saut de falaise est Éric Beau en 89. Il préfère lui parler de paralpinisme, union de deux sports, le parachutisme et l'alpinisme. Je suis un alpiniste à la base, savoyard d'origine, toujours été en montagne. J'ai pratiqué l'alpinisme, pas à très haut niveau, mais quand même assez haut niveau. Et puis un jour, j'ai découvert ce qu'on appelle maintenant le paralpinisme, le fait de sauter des falaises avec un parachute dans le dos. Et ça fait 20 ans que j'y consacre une grosse partie de mon temps en dehors de mes activités professionnelles. Comment vient justement l'envie, enfin l'idée d'abord et l'envie de sauter? Dans mon cas, ça a été vraiment un pur hasard. En fait, j'étais avec un ami en Norvège, dans la fameuse face nord du Trollhättan. On était en train d'essayer d'ouvrir une nouvelle voie avec les pires difficultés. D'ailleurs, on n'est jamais arrivé en haut. Et on a vu des gens qui nous sont passés par-dessus la tête en chute libre. C'était la fameuse bande de Carl Benisch, parachutiste américain, qui s'est tué d'ailleurs malheureusement 2 jours après les avoir vus pour la première fois. Et malgré cet accident mortel, ça m'a interpellé quelque part et ça m'a vraiment donné envie de me lancer dans ce sport, de découvrir cette activité. Et à l'époque, il y avait tout à faire, donc ça a été vraiment une époque assez extraordinaire. Et donc avant la réalisation, il s'est passé beaucoup de temps parce que à l'époque, je faisais des expéditions en Himalaya, ça me prenait beaucoup de mon temps. Je faisais mes études aussi, je finissais mes études de chirurgien dentiste, donc tout cela m'occupait pas mal. Mais il y avait toujours quelque part dans la tête cette petite idée d'un jour de sauter des falaises, mais il fallait trouver le moyen d'y arriver, c'était pas simple à l'époque. Les sauts étaient vraiment localisés sur quelques falaises très hautes, comme El Capitan en Californie ou justement le Trollhättan en Norvège, parce qu'à l'époque ces sauts étaient vraiment, on les voyait comme des sauts d'avion, si vous voulez, pratiquement. Donc on utilisait le matériel d'avion, on utilisait les techniques d'avion, etc. Alors par contre, effectivement, il a fallu d'abord débuter le parachutisme, parce que je me suis dit, sauter d'une falaise comme ça de but en blanc, c'est impossible, je ne sais même pas ce que c'est qu'un parachute. Donc aller sur un terrain de saut, de parachutisme sportif, apprendre le parachutisme, découvrir cette activité, qui m'a d'ailleurs passionné pendant 20 ans, j'ai pratiqué avec acharnement, je fais beaucoup de compétitions, beaucoup de choses comme ça, bref. Et puis donc apprendre un petit peu les rudiments de la chute libre, les rudiments du matériel qui est utilisé d'avion, et puis à partir de là, essayer d'imaginer comment on pouvait adapter ce matériel pour sauter d'une falaise. Et puis j'étais aussi surtout persuadé qu'en France, on pouvait sauter de falaise. Alors plusieurs parachutistes m'avaient dit que c'était tout à fait impossible, qu'en France il n'y avait pas de parois où on pouvait pratiquer une telle activité. Il fallait des parois très très hautes, ce qu'on n'avait pas a priori en France. Et moi j'étais persuadé du contraire. J'étais persuadé qu'on pouvait pratiquer ça, même de falaises plus basses, de 200, 300 mètres, voire moins bien sûr, et qu'on les avait en France, qu'on avait un potentiel énorme. Ça, j'en étais totalement persuadé. Donc j'ai essayé d'imaginer un peu comment on pouvait utiliser
le matériel d'avion, comment on pouvait le détourner finalement, et puis trouver des spots et commencer à sauter de falaises. J'avais déjà fait 1 ou 2 essais à partir de ponts quand même pour tester un peu le matériel, heureusement d'ailleurs, parce que ce que j'avais imaginé au départ c'était vraiment pas bon. Donc c'était très bien, parce qu'un pont évidemment c'est moins dangereux, hein, il n'y a pas le mur derrière soi vers lequel on peut être rabattu. Donc bon, ça m'avait permis de tester certaines choses, d'éliminer certaines techniques qui étaient mauvaises, donc j'avais fait quelques sauts comme ça. Et puis puis très vite, au bout de quelques sauts, je ne sais plus combien, mais 2, 3, 4 sauts, le premier saut de falaise qui s'est déroulé pas loin d'ici, dans la chaîne des Fises, depuis la pointe du Marteau. Alors j'avais choisi cette pointe célèbre parce qu'il y a un très gros surplomb en haut, il y a un grand toit à la fin du Marteau qui fait 30 mètres je crois d'avancée. Donc pour moi c'était le gage de la sécurité, d'être loin du mur au moment de l'ouverture. Et puis il y a eu ce moment un petit peu étonnant, où, surtout pour un grimpeur, hein, parce que pour un grimpeur le vide c'est pas l'ennemi, mais enfin bon, on n'est pas censé aller se jeter dans le vide, quoi. Le vide on l'évite, même si on joue avec. Et là au dernier lait il a fallu se dévacher, c'est-à-dire enlever son attache du baudrier sur l'orlet, se retourner face au vide et puis donner l'impulsion pour partir, quoi. Et ça se passe bien. Ça s'est bien passé, oui, la preuve. Mais je veux dire, des bonnes sensations. Oui, non, c'est un moment un petit peu étonnant parce qu'évidemment on quitte un milieu qui est un milieu qu'on connaît bien, qui est celui de la terre ferme. On a les pieds posés par terre, même si c'est sur un mur vertical, mais pour un alpiniste, ça on connaît, c'est normal. Et là, il y a cet instant très très étonnant où vous partez dans l'impulsion. Donc vous savez, c'est comme dans les dessins animés, le corps bascule, les pieds sont encore sur le rocher, mais il n'y a plus de retour possible. Le corps, il a déjà basculé. Et donc il y a cette fraction de seconde invraisemblable où vous êtes encore un peu sur terre, mais plus vraiment, pas encore tout à fait en l'air, mais ça y va. Et ça, c'est très très étonnant. Et puis après, il y a une espèce de, je dirais pas de blanc, parce que ce premier saut, j'en ai des souvenirs très précis, mais bon, c'est tellement nouveau, tellement étonnant, tellement hors norme, le début de la chute, le rocher qui commence à défiler, ça dure très peu ce premier saut, hein, c'est très très court. J'étais parti évidemment l'extracteur, c'est-à-dire le système d'ouverture à la main, au lieu de l'avoir rangé comme on fait en saut d'avion. J'avais supprimé sur la voile tous les systèmes de temporisation pour que ça s'ouvre vraiment très très vite. Donc la chute libre en fait est très courte, hein, c'est quelques dizaines de mètres pour ce premier saut, mais ça paraît très long. Dans l'esprit, on a l'impression de chuter pendant 3 minutes, mais c'est évidemment pas du tout le cas. Et puis bon, il y a le lâcher de l'extracteur, il y a ce grand blanc là où il se passe rien, puis tout d'un coup la voile qui claque, qui explose, qui se gonfle d'un coup, et puis on se retrouve pendu sous le parachute, et puis là évidemment il y a une immense joie que vous pouvez imaginer après ce premier saut de falaise fait en France, parce que c'était la première fois que ça se faisait comme ça en France. Tout près de Grenoble, la Dent de Crolles est un des meilleurs spots pour le paralpinisme. Cette montagne surplombe Saint-Hilaire du Touvet, célèbre pour sa coupe Icare, où chaque année des centaines de parapentistes, avec leur déguisement, viennent fêter le vol libre. La Dent de Crolles permet aux meilleurs wingsuiters de planer sur près de 3 km, après seulement 1h30 de marche. Rodolphe est parisien, et malgré cela, il est l'un de ceux qui volent le plus et le mieux. Et il est devenu l'un des spécialistes de la Dent. Paris, c'est à 3 heures de Grenoble par train, donc c'est pas mal. On est à 2 heures en avion de la Norvège, 2 heures de la Suisse, donc ça permet de bouger pas mal. La Dent de Crolles, je le connais pas mal. Cette année, j'ai dû en faire, je dois être pas loin d'une vingtaine de sauts à la Dent. Donc le départ, je suis un petit peu à la maison, hein, sur la marche, donc je connais bien l'environnement. Généralement, je suis accompagné d'amis, donc on s'entend bien. Il y a le décompte qui part, et puis ensuite, si c'est un saut où il n'y a pas de caméra, entre guillemets, on va se concentrer vraiment sur le départ, regarder le rocher qui défile et essayer de prendre la bonne position avec un angle d'attaque assez important, ce qui va générer en fait toute la première partie du vol et qui va être intéressant parce qu'avec une bonne position en début de vol, ça va nous donner de la vitesse pour la fin de vol et donc généralement on fera un bon saut. Et voilà, et quand je filme, en fait, je me concentre sur regarder le partenaire à côté et essayer de me synchroniser avec lui sur le départ en ayant son visage dans le cadrage. En fait. Donc quand on est plusieurs, le but c'est de
d'essayer de voler à côté. Donc j'essaye de regarder que ce soit Clacos ou Ben à côté de moi. Et ensuite le but c'est de partir sur le toboggan, de commencer à prendre la vitesse et de se caler dans un bon angle avec une bonne vitesse pour pouvoir maîtriser le saut et puis arriver jusqu'à crawl sans difficulté. Donc la première partie du saut, c'est toute une prise de vitesse. On a toute la première partie du plateau qui prend une grosse quarantaine de secondes. Et une fois qu'on a passé le plateau, on arrive en fait dans le goulet et sur les premières cascades. Et c'est là où ça devient intéressant, parce que maintenant on arrive à avoir la marge pour venir se décaler un petit peu vers la gauche et pouvoir venir jouer avec le relief en volant au-dessus des arbres et le long de la falaise, avant de repiquer sur la deuxième casse, où on peut se mettre aussi assez bas au niveau des arbres, vu que derrière on a une dernière cassure qui nous permet de reprendre la hauteur pour pouvoir ouvrir dans des conditions satisfaisantes. Et il m'a fallu quand même pas mal de sauts avant d'arriver à ce niveau-là. C'est-à-dire que les premiers sauts, je passais pas du tout la dent de crawl et je m'arrêtais au niveau des premiers champs, là où il y a 3 champs. Il m'a fallu une dizaine de sauts avant de passer et en fait, sachant qu'on était toujours avec la même combinaison, c'est moi qui progressais, les gens autour de moi aussi, parce qu'au début on parlait de passer la dent, c'était quelque chose d'extraordinaire, d'avoir réussi à passer dans le goulet et à rejoindre crawl en wingsuit. Et maintenant je dirais que la plupart du temps, c'est pas est-ce qu'on va passer, mais où est-ce qu'on passe et est-ce qu'on arrive à être en proximité pendant le vol. 3, 2, 1, rendez-vous dans le gadin. Donc je pars derrière Sem, en fait je voulais pour le filmer, je lui avais dit de rester un petit peu dans le relief, il n'a pas voulu s'en approcher trop. Du coup moi je me suis venu m'amuser près du relief. Je m'étais donné un repère sur le précédent saut pour me donner un niveau de passage, j'étais à ce niveau-là. Et par contre, dès que je suis passé là, je me suis relâché un petit peu sur ma position et j'ai commencé à perdre mon angle d'attaque et à repasser plus à plat, ce qui fait qu'en fin de vol, en fait, je fais la feuille morte et je commence à vaciller. Et le moment donné où je tire, en fait, normalement, ça aurait dû passer, mais j'ai eu un 180 qui fait que j'ai pas eu le temps de résorber l'incidence d'ouverture et je suis arrivé aux arbres. D'accord. Et là, ça fait peur, il se passe quoi? On a l'habitude? On a l'habitude, pas pour tout le monde, moi ça me dérange plus vraiment parce que je ne suis pas mon premier arbre. mais finalement, on est sous une voile, arriver dans les arbres, je pense pas que c'est ce qu'il y a de pire en base. Je préfère largement arriver dans les arbres plutôt que taper le rocher. Et généralement ça se termine très bien. Ouais, nickel! Un arbrissage, souvent ça se passe bien. Une fois qu'on arrive dedans, la première chose à faire, c'est attraper une branche pour se sécuriser et ne pas retomber au sol. Et une fois qu'on a fait ça, on commence le rapatriement de son parachute. Stylé mon poulet. Je t'attends, hein. Allez, 3, 2, 1, et passe. Sursaut, j'étais parti avec Ben donc pour le filmer. Après le toboggan et sur la mise en vitesse, on était un petit peu lent. J'avais la tête tirée vers l'avant parce qu'il avait fait un meilleur départ que moi. Donc de ce fait, j'avais un angle un petit peu à plat et pas assez de vitesse. Et au bout d'une trentaine de secondes que je commence à filmer, j'ai essayé de reprendre de la vitesse en remettant de l'angle. Donc à ce moment-là, il sort du viseur. J'essaye de remettre de l'angle pour reprendre de la vitesse. Et les conditions météorologiques n'étaient pas très bonnes et donc ça m'écrasait de plus en plus vers le sol et j'arrivais pas à transmettre l'altitude que je perdais en vitesse horizontale jusqu'au moment où je me suis engagé en passant la première cascade. Là j'ai vu que j'étais bas, j'espérais encore, c'était ma dernière chance de reprendre un peu de gaz et ça n'a pas été suffisant. Donc il a fallu que je tire parce qu'il était temps de tirer. Et là malheureusement j'ai eu un quart de tour à droite et ce qui fait que je suis remonté dans la pente et donc j'ai pas eu le temps de freiner ma voile et de prendre mes commandes et j'ai atterri dans un arbre. La voile, au lieu de s'ouvrir la plupart du temps, elle s'ouvre face à la vallée, donc elle s'ouvre dans le bon sens et tu avances, tu t'éloignes tout de suite de la falaise. Mais elle peut aussi s'ouvrir correctement, mais face à la falaise ou avec une orientation, un quart de tour, c'est-à-dire
t'as la falaise qui est tout de suite sur ta droite. Bon, donc là, il faut agir très vite. Tout à 180 des familles. 180. Allez, tourne. C'est bon. Ah bah il y a du spectacle, hein, je suis pas déçu. C'est plus que demandé. Quand vous sortez d'un avion, vous avez le vent de l'avion sur lequel vous vous appuyez, qui est c'est difficile à comprendre pour quelqu'un peut-être qui n'a jamais fait de chute, mais en fait le vent se comporte comme de la neige ou comme de l'eau, et dessus on est comme sur un gros matelas. Bon, c'est un appui. Puis après, quand on prend de la vitesse, on crée donc son propre déplacement d'air et on est sur l'air. Bon, effectivement, en saut de falaise, le départ, on est dans un trou. C'est vraiment un trou noir, on plonge, il n'y a aucun appui, il faut maîtriser ça. Mais il n'y a pas que ça, il faut maîtriser aussi l'aérologie, parce que l'aérologie en montagne elle est complexe. Il ne faut pas se faire rabattre contre le mur en chute, mais aussi après, au moment de l'ouverture, il faut maîtriser l'ouverture de la voile, parce qu'une voile elle va s'ouvrir dans un certain sens, si tout va bien, mais souvent, malheureusement, elle va tourner. Et vous pouvez très bien vous retrouver à l'ouverture face au mur. Alors, d'avion, quand une voile tourne, ça n'a évidemment aucune espèce d'importance, hein, mais en paralpinisme, quand vous vous retrouvez face à une paroi, il ne faut pas aller la taper, parce que là, ça fait évidemment très très mal, et c'est la source d'accidents très graves, voire d'accidents fatals. Donc il faut maîtriser aussi ça. Et puis après, il y a le pilotage sous voile, il y a le poser dans des zones qui ne sont pas toujours faciles, qui peuvent être délicates, qui sont souvent en altitude. Donc là aussi, c'est pas pareil. On ne se pose pas à 2000 mètres comme on se pose au bord de la mer. C'est pas pareil. C'est une activité qui est pas un peu folle comme on peut le croire, où il y a des règles, il y a une marge. Comme je dis toujours, c'est pour moi, en tout cas, tel que je le conçois, c'est moins risqué de faire du base jump que de faire du vélo sur le bord de la route. Il y a des risques, c'est évident, mais on essaye de les maîtriser. Il peut y avoir des accidents, ça c'est certain, mais on essaye de faire les choses bien pour pas avoir justement d'accident, ou en tout cas vraiment qu'il y en ait le moins possible. Bon. Et puis le but, c'est pas de se faire peur, le but c'est le plaisir, c'est le bonheur, c'est le vol, c'est voler en montagne, c'est voler le long d'un mur, le long d'une paroi, c'est vraiment ça. Moi, si je me faisais peur dans mes sauts, j'arrêterais tout de suite, quoi. Je pourrais pas, je le fais pour le bonheur, pour le plaisir. Plaisir, c'est également la motivation principale de Denis Verchères. Denis, expert en parapente, il a touché à tout. Deltaplane, parapente acrobatique donc, la soupe, qui est une sorte de mini parapente, et bien sûr le base jump. Je pense toujours justement à ceux qui ont démarré le base jump, on va dire dans les années 90, qui sautaient vraiment avec du matériel, c'était du matériel d'avion qui était bidouillé. Aujourd'hui, on a du matériel spécifique pour le base jump. Là aussi, ça réduit la part de risque. On a du matériel qui est fait pour s'ouvrir très vite, qui est fait pour bien s'ouvrir. Donc je dirais là il y a quasiment plus d'incertitude sur le fait que le matériel va s'ouvrir ou non. Voilà. Donc ça c'est déjà une très bonne chose. C'est du matériel aussi qui est fait pour poser dans des endroits exigus. Comme souvent on pose dans des pierriers, dans des petits champs, des choses comme ça. Donc on arrive vraiment sur du matériel spécifique. Et à chaque fois on croit qu'on a atteint le top de l'évolution et qu'on ne pourra pas aller plus loin. Et puis on s'aperçoit que quelques années après, il y a toujours une personne qui invente autre chose. Et on se dit tiens, ce qu'elle a inventé c'est fabuleux. Donc c'est un peu pareil pour la wingsuit. Il y a quelques années, quand Patrick de Gaillardon a remis la wingsuit au goût du jour, Loïc l'a repris après derrière, ça a évolué encore. Aujourd'hui, il y a d'autres base jumpers qui font évoluer la wingsuit. Donc les performances qu'on a aujourd'hui, elles sont comparables à celles des tout premiers parapentes. Donc on peut penser que dans quelques années, on aura peut-être la performance des parapentes actuelles. T'es prêt? Prêt. 3, 2, 1, bah. En wingsuit, aujourd'hui, on arrive à avoir des performances qui oscillent entre 2,5 et 3 de finesse. Donc 3 de finesse, c'est quoi? C'est quand je suis à 1000 mètres de hauteur par rapport au sol, je plane sur 3 km. Voilà. Donc ça, c'est des finesses qui sont comparables à celles des tout premiers parapentes. Et donc, c'est pas, je pense, stupide de penser aujourd'hui
que d'ici peut-être 5 ans, 10 ans, 20 ans, on aura les performances des parapentes actuelles. Donc, c'est-à-dire dans les 8, 9, peut-être 10 de finesse. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui ça nous paraît invraisemblable de penser ça. Mais on ne sait pas de quoi demain sera fait et c'est ce qui fait justement le charme de l'activité. Et puis c'est aussi pour ça qu'on saute, pour sans arrêt améliorer les performances de la machine, par son profil, par la manière dont elle est cousue, par les matériaux utilisés, mais aussi la technique des base jumpers qui évolue. Et pour donner un exemple tout bête, il y a quelques années, et quand je dis quelques années, c'est pas si vieux que ça, c'est 2-3 ans, on partait sur des falaises qui faisaient à peu près 400 mètres de hauteur. Voilà, aujourd'hui on part sur des falaises qui font 200 mètres, 180, 200 mètres de hauteur. Voilà. Et avec ces 180-200 mètres de hauteur, ça nous permet de nous mettre en vol et ensuite de pouvoir exploiter des pentes qui soient inclinées d'à peu près, on va dire, 30 degrés, 35 degrés. On a pas mal progressé en niveau technique ces dernières années. Donc là, on arrive à avoir des niveaux satisfaisants pour commencer à venir jouer et essayer de faire des vols de proximité. Et mon but, ça serait de faire qu'on soit une petite équipe de 8-10 wing shooters et qu'on arrive à passer la dent de crawl en formation à 8 ou 10. Donc je pense que ça arrivera assez prochainement. Et je pense que ça fera des belles images. Bougez pas, les marmottes elles arrivent là. Et on va au stade, on se pose tous au stade et on se fait un foot. Vous avez un ballon? Et on se fait une équipe. Ok, nous on est prêts. Et on se déséquipe et on tombe les shorts. Et vas-y, les crampons. Allez. Allez, 3, 2, 1, va. C'est un sport en fait de sensations et la personne qui va réussir à bien ressentir l'air et visualiser son corps en l'air en fait arrivera à bien voler. Donc un bon wing shooter est capable de sentir les filets d'air qui s'écoulent soit derrière sa nuque, soit le long de ses bras et en fonction de ça de changer son angle ou son incidence pour avoir une meilleure performance. Philippe, alias Clacos, est une légende dans le milieu. Touche à tout, il pratique l'avion de voltige, mais aussi les courses ultra-trail et bien sûr le paralpinisme. Il a débuté le base il y a 17 ans et compte plus de 1000 sauts à son actif. C'est mieux que c'était. Quand je tendais mon aile, j'avais un gros trou là. Et ça m'empêchait d'avoir une super performance. Où ça, il y avait un trou? Là j'avais un gros trou là. Ça rentrait mal. Donc ma performance, je dis que c'est la faute de l'aile. Ouais. Donc on a changé le réglage et là maintenant c'est bien. J'ai plus le trou. Voilà. Donc voilà quoi. A priori, grosse performance sur le prochain vol. Ah bah là ouais, grosse performance. Si ça va pas, Plus d'excuses. faudra que je trouve une autre excuse. Donc j'ai commencé le base jump en 91 avec Eric Fradet et Jacques Malnuit. Et puis depuis, je me suis jamais arrêté. Et puis voilà. Et puis maintenant, j'ai passé allègrement les 1000 sauts. Et puis voilà quoi. Donc je sautais d'avion. Et j'ai eu une sauté en skysurf. J'ai eu une mauvaise ouverture. Et j'ai pris un grand coup, un mauvais coup sur la tête, sur le côté. Je me suis posé au sol et j'ai perdu l'audition sur une oreille. J'ai fini à l'hôpital une semaine. Un traitement pour récupérer l'oreille, j'ai pas récupéré. Les toubibs m'ont dit il faut arrêter de monter en altitude parce que vous allez perdre l'autre oreille. Il vous en reste une, donc il faut plus sauter d'avion pendant au moins quelques années, et au moins attendre quelques années avant de ressauter. Mais je leur dis mais si je monte pas haut, à la rigueur vous pouvez sauter, mais alors faut sauter bas, faut pas monter très haut. Ok, d'accord. Et donc j'ai traîné sur les terrains pendant quelques temps sans pouvoir sauter d'avion. Et là, c'est là où Jacques Manu et Eric Fradet, on était ensemble, on se côtoyait assez régulièrement sur le terrain à Corban, vers Lyon. Et ils m'ont dit, écoute, là on va sauter de pont, du côté Clermont-Ferrand, au viaduc des Fades. Écoute, si tu veux, viens avec nous. Et puis, voilà, donc j'ai fait comme m'a dit le toubib. Après, je me suis mis à sauter, je sautais bas, et ça c'était permis, donc je risquais pas de me faire mal à l'oreille. Et donc ils m'ont amené sauter de pont, et puis voilà, c'est comme ça que j'ai commencé, quoi. Allez, Radi,
salade, poireau. Le plaisir de se balancer d'une montagne, c'est, disons que on évolue quand même dans un relief qui est quand même très proche. Ce relief a quand même une certaine inclinaison par rapport à notre vol en wingsuit. On a 20 degrés d'inclinaison par exemple en wingsuit, en vol à plat. Si on a un relief qui fait 30-35 degrés, on aura la possibilité de venir s'approcher du relief, de jouer avec le relief, et on a la possibilité de s'en sortir assez rapidement. On aura de la puissance pour le faire. On a une performance avec la combinaison qui nous permet d'aller jouer avec le relief, de sortir du relief. On évolue dans une vallée, on passe une crête, on va dans une autre vallée, on joue dans cette vallée, on passe la crête, on retourne dans l'autre vallée. C'est un jeu, c'est un vol qui est, c'est un vol quand même qui est assez, qui est très fort, quoi. Et voilà, une bonne petite croix des têtes. Sympa, c'est comme ça. Un week-end, donc le samedi, on sautait bien dans les gorges de la Bourne, on était 6-7. J'ai dit, bon, bah, écoutez, ce soir je vous laisse et je repasse vous voir demain matin. Ah bon? Oui, il faut que vous soyez à 10h au spot et vous verrez. Ah. Dracos. Et 10h, je suis venu leur faire un petit coucou en avion. Et c'était quand même c'était un grand moment pour moi. Yeah, le Clacos. Il va faire un demi-tour, hein. C'était un grand moment pour moi de venir en avion, de venir raser le relief juste sur le spot où ils étaient. Hop, j'ai été leur faire un coucou comme ça. Oh putain, il enquille, ouais, là il attaque. C'est ça qu'il faut faire là. Attends. Allez, mais vas-y. Attends, mais attends. Après je suis revenu sur eux et là ils ont sauté et ils ont sauté en wingsuit et là je les ai accompagnés dans les gorges de la Bourne avec l'avion et c'était vraiment sympa, c'était vraiment un bon moment. Et de les voir sauter et puis j'ai pu les accompagner avec l'avion comme ça visuellement, de les voir voler, je volais au-dessus d'eux comme ça, c'était vraiment un grand moment. Et j'ai passé le brevet de pilote en 2006 et donc maintenant pour aller sur le spot. Ce qui est sympa, par exemple, quand je viens du côté de la Dent de Croll, il y a l'aérodrome du Versou qui se trouve au pied. La dernière fois, je suis parti de Saint-Chamond, j'ai été me poser au Versou. On m'a emmené en voiture au spot et ça m'a permis de faire un bon saut de wingsuit à la dent, de reprendre mon avion et de rentrer chez moi. Et c'est une bonne journée de vol. C'est comme ça qu'on vient de faire du base jump alors. Et ouais, c'est la solution là. C'est une solution assez rapide, ouais. Et ça permet de voir le spot avant d'arriver. Et alors? Ça a l'air comment? Bah ça a pas l'air terrible en fait. Ça a l'air bien, hein. Ça a l'air ça a l'air bien bouché par les brumes matinales. Mais enfin bon, j'ai pu atterrir, c'est déjà pas mal. Donc tu laisses ton avion là et maintenant tu vas voler quoi. Voilà, je laisse l'avion là et maintenant on va prendre la wingsuit et on va continuer à voler. Sans moteur. Ah ouais, sans moteur. Et bah ça va. Et bah la wingsuit va quand même largement plus vite que l'avion. Hein. Ah ouais? Enfin que ce type d'avion, bien sûr. Ouais. C'est-à-dire que tu voles plus vite sans moteur en wingsuit. Ah bah avec la wingsuit, je suis à 100 nœuds. Avec cet avion, je suis à 80 nœuds. Avec 80 nœuds. Ouais. Ah, c'est marrant ça. mais bon, avec la wingsuit, je vais moins loin. Ouais. Écoute, à tout de suite, hein. Eh ben, en avant la musique, hein. En avant Guingamp. Allez, rallye, salade, go! On est dans notre combinaison, c'est pas parce qu'on est dans la combinaison que ça va voler. C'est à nous, dans la combinaison, d'adopter la bonne position pour pouvoir lui donner ses meilleures performances. Et ça c'est à nous de jouer. C'est pas la combinaison qui va le faire. Si nous on fait rien, la combinaison elle fera rien. C'est pour ça il faut pratiquer régulièrement pour pouvoir progresser encore. Franck est lui aussi un base jumper expérimenté.
Il vient de passer à la wingsuit, mais il revient sur ses premiers sauts spectaculaires en lice, où il avait inventé avec un ami son baseball à lui. Le baseball, en fait, c'est pas vraiment du baseball en fait. C'est à l'époque on sautait en lice, donc habillé normalement quoi. Donc on se prenait pas la tête avec les wingsuits ou des trucs comme ça. Donc l'objectif c'était de se faire plaisir en chute le long de la falaise. Donc ce coup-là on avait dû se dire tiens on va partir en même temps. Il y avait un petit peu de place en Suisse, il y a une belle falaise qui est bien droite, donc il y a peu de problèmes avec la chute le long du rocher. Donc on s'était dit tiens on va partir en même temps, on va jeter quelque chose. Bon là on avait pris une pomme je crois de mémoire, une pomme ou une orange, hein, quelque chose de biodégradable bien entendu, hein, parce que après on l'a pas retrouvé forcément. 3, 2, 1, smash. Eh Baz! Ah, je l'ai loupé! Ouais! Non! Elle est passée trop près, trop vite! Ouais, j'ai lancé trop fort. Ouais, je crois, ouais. Elle est pas passée ultra loin? Il y avait pas mal d'adrénaline parce qu'on part ensemble déjà, ensuite on essaye de regarder l'autre qui est censé partir en même temps si possible forcément, sinon ça marche pas. T'étais à ras le mur là. Dans les dalles. Oh l'enculé! Et bah ça c'est un son qui dure pas longtemps. Et je t'ai piqué dessus en chute. Ouais, quand ça s'est ouvert, je me suis dit c'est bon là, je vais prendre les élévateurs puis je vais être par terre quoi. J'ai trop senti quoi. Ah bah c'est clair, quand je t'ai vu passer, je me suis dit ouh. Je me suis dit même ça se trouve je vais pas prendre des commandes alors en fait si j'ai eu le temps. On a commencé à attaquer la dent de crawl en fait l'hiver et on s'est aperçu que ça passait assez bien vu que les skieurs de rando en fait les Grenoblois dès qu'il y avait de la neige fraîche en fait partaient là-bas et donc on a pu bénéficier de leurs traces pour monter à la dent autour d'1h30 ça nous prenait et du coup bah, forcément c'était des journées magnifiques avec grand soleil, pas de vent et des paysages extraordinaires vu que tout était enneigé donc ça donne un charme certain de sauter l'hiver. 3, 2, 1, c'est parti! Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un sport de sensation déjà à la base. Donc il faut arriver à ressentir en fait l'air et les écoulements d'air pendant la chute pour se permettre de gérer sa position pendant qu'on est soit dans une wingsuit, soit en dehors d'une wingsuit et permettre de réagir en fonction pour se déplacer le mieux possible dans l'air. Donc je dirais d'abord à réussir à ressentir les sensations, ensuite le gabarit il est peut-être pour quelque chose, c'est-à-dire plus on est grand et léger, plus c'est facile pour voler. Donc les grands mecs sont plus avantagés que les petits gros. Je saute aussi l'hiver parce que j'ai du mal à m'arrêter tout l'hiver quand il y a de la neige, donc forcément on saute moins l'hiver parce que les endroits sont plus difficiles d'accès. Par contre quand ça fait un petit moment qu'on saute pas, au bout d'un moment, même s'il y a beaucoup de neige, on pète les plombs et on y va. Souvent l'accès est plus compliqué, donc voilà, au lieu de mettre 1 heure ou 1 heure et demie en marchant tranquille sur un chemin pour arriver, si tu mets
2 heures ou 2 heures et demie en pataugeant dans de la neige, bon, t'arrives déjà, t'es moins frais, et puis quand t'as fait un saut, ça te suffit. Si je pouvais pas sauter en montagne, je sauterais sûrement pas, quoi. Je ferais sûrement pas du base. Enfin, sauter en ville, ça a quand même peu d'intérêt. Enfin, pour moi, ça en a pas, malgré que bon, j'ai peut-être fait un saut ou deux, mais donc ouais, la montagne, c'est pour ça qu'on est là. C'est parce que toutes les falaises sont différentes, toutes les montagnes sont différentes. Il y en aura toujours à découvrir et on aura toujours envie d'aller découvrir de nouveaux endroits dans de nouvelles montagnes. On a parfois des lumières qui sont exceptionnelles sur des paysages qui sont aussi exceptionnels. Donc effectivement, parfois c'est plus difficile, mais on a aussi la récompense parfois quand on arrive avec les montagnes au loin, une mer de nuages dans la vallée. C'est quand même, voilà, c'est quand même des visions qui restent exceptionnelles. Et voilà. Et ça change du caillou. Hein. Non, ouais, c'est pas pareil, hein. Pas la même ambiance. C'est bon? Ok! Donc je suis parti avec Clacos faire des sauts d'avion pour découvrir un petit peu la wingsuit avec effectivement l'avantage des sauts d'avion, c'est qu'on a beaucoup de marge. Donc même si on n'a pas au début les bons réflexes, même si au début on n'est pas très performant, ça permet de découvrir sans prendre de risques. Hein. Puisqu'en avion, donc on est largué à 4000 mètres à peu près, et puis on ouvre le parachute grosso modo à 1000 mètres. Donc ouvrir à 1000 mètres, ça laisse quand même de la marge. Si des fois on avait, si on n'est pas à l'aise à l'ouverture, ça laisse le temps de découvrir le matériel tranquillement. Et voilà. Excellent! Et c'est comme ça. Ouais. Je t'ai bien vu là! Ah ouais, bon bah. Là, attends, on a pu rester ensemble. Ouais, c'était chouette toi! Non, c'était bien. Hein. Ouais, super. Ok! Donc l'avantage de l'avion, déjà, c'est que, et d'une, on apprend à voler parce qu'on a du temps entre 4000 mètres et 1000 mètres, donc on a 3000 mètres de chute libre. Donc c'est plusieurs minutes pour apprendre à voler. Et ensuite, à l'ouverture, on a largement le temps d'ouvrir les fermetures, donc dézipper la wingsuit pour se libérer les bras, et ensuite attraper les commandes de la voile. Hein. Donc on a tout le temps pour faire ça, sans prendre de risques. En plus, autre avantage, c'est que si vraiment on avait un gros souci, on a une poignée de secours, enfin le parachute de secours qu'on n'a pas en base mais qu'on a d'avion, qui est devant. Donc si vraiment, au pire, si vraiment on avait un gros souci, que ça parte vraiment en n'importe quoi, on pourrait encore, sans ouvrir les fermetures, sans rien faire, on a accès à la poignée de secours en avion. Donc voilà, donc, toutes les sécurités sont là pour apprendre. Et voilà. En avant. C'est maintenant. Ah ouais. Fallait que ça arrive un jour. Voilà, ouais. Et ce jour, est arrivé. eh bien c'est celui-là. Et l'avion, c'est bien beau, ouais. L'avion c'est bien, mais point trop non faux. Oh. Ok. En avant. C'est par la sortie, ouais. Ça marche? Ça roule. Et bah bon saut, hein. Ah bah toi aussi, hein. J'ai pris un petit coup.
Yes! Impeccable. Et voilà, accroché dans l'arbre. « 3, 2, 1, base. Donc moi je viens de me mettre à la wingsuit il n'y a pas longtemps. Forcément ça n'a rien à voir puisque quand on saute au début, quand on saute habillé normalement, donc on tombe, on chute quasiment verticalement. Attends, je me prépare là. Et quand on saute avec la wingsuit, donc la combinaison, on a une certaine finesse, donc on avance pendant la chute. Et en fait c'est complètement différent puisque à part les 2-3 premières secondes où effectivement on chute quand même verticalement le temps D'avoir l'appui sur l'air. voilà, d'emmagasiner de l'énergie et d'avoir des appuis. Et après par contre C'est du vol. c'est du vol. Donc après c'est plus de la chute effectivement, c'est du vol. Donc après c'est toutes les composantes du vol sont à explorer. Donc en fait au début c'est difficile, forcément. Ça vole pas tout de suite correctement. Donc voilà, il y a toute la phase d'apprentissage à faire, à comprendre, à ressentir, jusqu'à ce qu'on obtienne une finesse maximale. Enfin, c'est la meilleure qu'on puisse avoir, quoi. Allez, base. J'avais bien sauté avant. Avant de sauter en wingsuit, j'avais bricolé un petit peu, j'avais fabriqué moi-même des habits qui me permettaient déjà d'avancer, enfin de dériver, d'avoir une certaine finesse, qui n'était pas bonne, mais bon, j'avais déjà un peu des notions Et les sensations de wingsuit. de wingsuit. Et puis la wingsuit, c'est voilà, quoi, c'est plus de surface, plus de finesse, donc aussi des réactions plus vives, plus difficiles à maîtriser. Donc c'est un petit peu plus difficile forcément à faire voler, mais par contre le résultat est... La wingsuit c'est beaucoup mieux, forcément, parce que la finesse est meilleure, donc on a plus de vitesse sur trajectoire et on rentre vraiment dans ce qu'on appelle le vol. C'est à toi de trouver le bon angle, la bonne incidence, de trouver la bonne position, ressentir l'écoulement de l'air, ta trajectoire par rapport au relief, quoi. Voilà, c'est du vol, c'est plus de la chute, quoi. Donc après tu avances, tu peux tourner si tu veux, rejoindre un endroit qui est plus à droite, tu peux tourner, aller plus à droite, revenir, voilà, tu voles. Donc le départ est différent parce que quand on saute en lice, on a totale liberté de mouvement au niveau des bras et des jambes, ce qui permet si l'impulsion n'est pas toujours parfaitement bonne, on arrive en faisant un geste ou à corriger, tandis que là, dans la wingsuit, les bras et les jambes sont à l'intérieur, donc on a une très petite marge pour bouger les bras et les jambes. Donc en fait, l'impulsion est super importante, il faut tout de suite partir dans la bonne position avec le bon angle. On a tout de suite l'impression de vitesse. La falaise disparaît très rapidement. Et ensuite, on vole, on avance, on voit les repères au sol qui défilent, la forêt, les routes, ce qui est en dessous de nous. Donc on a tout de suite la sensation d'avancer, tout de suite la sensation de vitesse. On peut faire un petit virage. Pendant la chute, on parcourt plusieurs kilomètres parfois. Donc en fait, c'est du vol tout simplement. On est installé dans la wingsuit et la wingsuit est tunnel en fait, avec un bord d'attaque, un bord de fuite. Et c'est à celui qui est installé dedans, eh bien, de fabriquer le bon profil
de wingsuit qui va faire qu'on aura de la portance et une bonne finesse. Disons qu'en wingsuit, il y a plusieurs écoles. Ce qui est intéressant, c'est de donner un mouvement de dynamisme vers l'avant. À la fin, de ne pas subir complètement le départ parce qu'on n'a pas de vitesse, c'est un départ à vitesse 0. Donc si on se laisse juste tomber, on va peut-être subir le vêtement qui va pouvoir nous emmener dans une position piqueur. Donc ce qu'il faut, c'est donner un dynamisme vers l'avant avec une ascendance plutôt piqueuse pour pouvoir attaquer dans le début de vol en fait. D'accord, et donc prendre de la vitesse. Exactement, ouais. Une fois que la mise en vol s'est faite, que tout le vol s'établit, qu'on a une bonne vitesse, voilà, qu'on est suffisamment haut, généralement, voilà, en parlant de référentiel, Clacos qui est souvent assez rapide, quand je suis au-dessus de lui et que je sais que j'ai la même vitesse que lui, je sais que je suis en pleine puissance et donc je suis en sécurité. Et à ce moment-là, je vais pouvoir jouer avec la marche que j'ai, justement en me rapprochant des reliefs ou des arbres. Et donc à ce moment donné-là, on peut dire qu'on peut se rapprocher à 5 mètres sans prendre tant de risques que ça, puisqu'on a toujours un dégagement en fait, sur les côtés ou devant quand on arrive sur une cassure. Il n'y a pas que le saut. Il y a tout ce qu'il y a avant, il y a tout ce qu'il y a pendant, mais il y a aussi tout ce qu'il y a après. Avant, par exemple, moi j'adore ouvrir des spots, faire des premières, trouver des nouvelles parois, trouver des nouveaux endroits improbables où on n'aurait pas imaginé pouvoir sauter, où finalement maintenant on saute. Donc il y a déjà, pendant l'hiver, le soir je rentre du travail, après une journée de travail, c'est ouvrir des livres, c'est regarder des photos, c'est examiner des topos, c'est regarder tout ça. Il y a toute une préparation, il y a tout un plaisir immense qui peut durer des mois avant la réalisation vraiment de l'ouverture du saut. Et puis après, il y a aller voir, il y a repérer la falaise, il y a repérer la montagne, il y a trouver les accès, parce que des fois on voit des endroits, on se dit tiens là ça pourrait sauter, mais comment je peux arriver à aller là-haut? Donc là on replonge dans les techniques de l'alpinisme, donc là c'est très pratique pour moi parce que je les connais très très bien. Donc on va partir avec un baudrier, des cordes, des mousquetons, des pitons, etc. On va escalader une paroi, on va trouver l'accès. Et puis on va aller en haut et on va chercher ce qu'on appelle l'exit, c'est-à-dire le point de sortie. Bon, c'est pas toujours facile, après quand c'est connu on sait où c'est, mais au début il faut chercher ces points de sortie. Et ça c'est un grand plaisir, jusqu'au moment où on trouve. On jette la pierre, on voit que la pierre elle fait tant de secondes de chute, on sait qu'on va pouvoir passer, on sait ce qu'on va pouvoir faire. Et puis après évidemment il y a le moment du saut et avec tout ce qu'on peut imaginer comme sensation forte. C'est pas que le saut. Alors le saut c'est vrai que c'est l'apothéose, voilà, mais bon si ça se fait pas, c'est tant pis, on n'est pas là pour risquer notre vie à sauter absolument. Alors effectivement, il y a des fois où on va sur des sites où on n'a pas beaucoup de marche pour s'entraîner, pour faire des sauts d'entraînement. Donc là, on va faire plusieurs sauts dans la journée. Mais au fur et à mesure des années, on mise plus sur la qualité que sur la quantité. Et donc la qualité passe par justement des longues marches d'approche, des beaux sommets à faire. Donc ça, c'est très important. La barre de fer. T'as beau être champion du monde, c'est vrai, si on a plusieurs. Bon, par contre, si tu lui mets un coup de barre de fer et qu'il se relève, tu la jettes et tu cours. Le paralpinisme, en fait, c'est un sport de montagne, on va dire, qui est reconnu par le club alpin français, donc comme un sport de montagne, comme l'escalade ou la randonnée. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent les gens regardent les vidéos, que ce soit à la télé, et la plupart du temps des incidents graves ou accidentogènes. Il faut savoir que nous, la plupart du temps, on est sur les sentiers de randonnée, à monter dans la montagne avec nos sacs à dos, avec nos parachutes à l'intérieur. Donc on est avant tout un sport de montagne. C'est vrai qu'une fois qu'on arrive en haut, on a une méthode assez rapide, on va dire, pour descendre, vu que les plus gros sauts, on arrivera à redescendre, on va dire, en 1 minute 30 et être posé au bout de 2 minutes, alors que les piétons mettent plus de 2 heures pour redescendre à la voiture. Et on s'éloigne du base jump qui était à la base de sauter d'objets fixes, donc ça pouvait être des buildings, des antennes, des ponts ou de la falaise. On va dire que le paralpinisme s'est cantonné à la falaise, ce qui paraît logique pour un sport de montagne. D'être cantonné à un environnement naturel plutôt que des édifices. Et alors le mot paralpinisme, c'est un néologisme, ça existe,
vous qui l'avez inventé Non, je ne vais pas dire que c'est moi qui l'ai inventé, je ne crois pas. Il a été utilisé par aussi des parapentistes qui faisaient des décollages en montagne, en très haute montagne, dans des zones difficiles. Alors eux aussi ont parlé de paralpinisme. Pour moi, je pense que c'est un mot qui définit parfaitement notre activité. Notre activité, c'est vraiment l'union de deux sports. Le parachutisme, bien sûr, mais aussi l'alpinisme, donc ce terme de paralpinisme. Alors le paralpinisme d'abord n'est absolument pas interdit en France. Nous avons même une association qui est l'association de paralpinisme qui regroupe les pratiquants français. Cette association fait partie de la FFCAM, c'est-à-dire la Fédération française des clubs alpins et de montagne. C'est le club alpin français. Donc nous sommes des gens qui sommes des ardents défenseurs de la montagne. Moi je suis savoyard, ces montagnes, depuis que je suis tout gosse, j'ai toujours été en montagne et on est vraiment des amoureux et des grands défenseurs de tous ces espaces. Nous avons un sport qui est un sport parfaitement respectueux de l'environnement. On n'est pas un sport motorisé, on ne fait pas de bruit, on ne laisse rien derrière nous. Tout ce qu'on peut nous reprocher, c'est de déplacer un petit peu d'air par moment, mais c'est très, très furtif, je dirais. Donc ça se passe partout très bien, sauf à un endroit, pas très loin d'ici d'ailleurs malheureusement, là où est né le paralpinisme en France, dans la chaîne des Fises et le cirque du fer à cheval, où nous avons quelques problèmes avec ce que j'appellerais des ayatollahs de l'écologie, avec qui malheureusement nous n'avons pas réussi à discuter et qui veulent nous exclure de ces espaces. C'est dommage. Quand tu veux. 3, 2, 1, bah. Comment on débute le base jump? Justement, on trouve quelqu'un qui nous parraine. Alors, pour trouver quelqu'un qui nous parraine, il faut que cette personne ait confiance en nous, sur notre technique de saut, sur notre technique de pliage, sur notre motivation aussi, et sur un petit peu l'éthique du paralpinisme. C'est-à-dire être en phase avec la nature, pas polluer la nature, pas dégrader la nature. Et donc la personne s'assure qu'on est vraiment motivé par l'essence même de l'activité. Donc on va dire une motivation intrinsèque et pas une motivation extrinsèque qui serait juste pour frimer devant les copains ou passer devant une caméra. Donc le parrain s'assure généralement de ça. Et ensuite donc il trouve une falaise adaptée pour le premier saut. Voilà. Donc ça c'est aussi c'est une formidable amitié que quelqu'un vous donne. Quand il vous dit ok, eh ben, je t'emmène avec moi en falaise et je vais te faire faire ton premier saut. Et le premier saut, c'est comme toutes les premières. Il faut que ça se passe nickel parce que ça va conditionner tout le reste. Voilà. Donc l'odeur du premier saut, le visuel du premier saut, l'ambiance du premier saut, on l'oublie jamais. Super. Putain, je te cherchais, je t'ai pas vu, t'étais juste... Et il m'a fait confiance, il était juste là un petit peu pour vérifier. Mais comment dirais-je, il n'a pas fait le saut à ma place. C'est moi qui ai sauté, c'est moi qui ai développé toute la technique que j'avais acquise à ce moment-là. Et tout s'est bien déroulé, parce que j'étais prêt justement. C'est qui décompte? C'est toi. Ok, t'es bon? C'est bon. 3, 2, 1, base. Et c'est la question que je me pose, c'est qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus de gens qui ont envie de faire du base jump sans forcément passer par le parachutisme, alors que c'est nécessaire, c'est même impératif. Et très vite, ces gens ont envie de passer à la wingsuit, parce qu'ils nous voient, nous, faire de la wingsuit. Mais si aujourd'hui, nous, on fait la wingsuit, c'est parce qu'on a déjà des centaines, voire des milliers de sauts pour certains en base jump. Donc je pense que c'est chaque chose en son temps, et plus les choses se font de manière étalée dans le temps, eh bien, plus elles se font de manière saine. Et plus j'ai envie de dire la longévité du base jumper est assurée. On est prêts tous? Ouais. Ok, Olivier Olivier Cyril Olivier 10 secondes. Allez, radis, salade, ouais.
Le but il est différent pour tout le monde, je pense. Avant tout, c'est de se faire plaisir et de partager ça avec des amis. Après, il n'y a pas de Jeux Olympiques ou de compétition d'athlétisme en base jump. Après, il y en a qui peuvent être... Voilà, c'est faire le kilomètre le plus rapidement possible, avoir une finesse de 3, faire des tonneaux et des sauts pairs avant pendant son vol. Donc après, chacun prend son plaisir là où il l'entend. Et bon, il n'y a pas vraiment de compétition. Après, c'est vrai que plus on a de la finesse, plus on aura de la marge de sécurité, plus on pourra venir jouer soit avec le relief, soit avec ses amis en formation. Et à ce moment donné là, c'est là où ça sera le plus plaisant. Ça minimisera le risque, entre guillemets. Plus on aura de performance avec nos combinaisons, plus on aura d'amplitude de jeu et de sécurité. Ça fait 20 ans que ça dure, ça fait 20 ans de plaisir, 20 ans de bonheur, oui, parce que ça a été vraiment une grande chose. Déjà toutes les premières années, comme il y avait tout à inventer, on a vécu ce que je pense personne en Lyon, parce que j'étais pas tout seul, au début j'étais tout seul, mais très rapidement il y a quelques personnes, on était une poignée à sauter. Et on a vécu une période extraordinaire parce que tout était à faire. Donc il a fallu trouver les spots, il a fallu trouver le matériel, il a fallu faire évoluer les équipements, il a fallu faire évoluer les mentalités. Et si après mon premier saut, on m'avait dit ce qu'on fait, on m'avait expliqué ce qu'on fait aujourd'hui en saut de falaise, je ne l'aurais jamais cru. C'était impensable, totalement impensable. On a passé régulièrement au fil des années des barrières psychologiques à faire des sauts de plus en plus difficiles, de plus en plus complexes, avec des équipements nouveaux, avec des tas de choses. Et ça continue encore aujourd'hui. L'histoire, elle est à peine ébauchée.